Mon mari a dit à ses amis, je doute que cette plaisanterie de mariage survive une année de plus. Elle n'est pas du tout à mon niveau. Ils ont ri, fiers de lui. J'ai souri et j'ai dit, pourquoi attendre un an? Finissons en aujourd'hui. Ensuite, je suis sorti. Cette nuit-là, son meilleur ami a envoyé un message qui m'a coupé le souffle. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je me tenais juste devant les portes vitrées, tenant un plateau de nourriture que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. Le grill était encore chaud. Les assiettes étaient chaudes dans mes mains. C'était le dîner hebdomadaire d'Adam. Ses amis, son espace, ou du moins c'est ainsi qu'il le décrivait. Puis je l'ai entendu rire. Pas le rire décontracté qu'il avait avec moi, mais celui bruyant et confiant qu'il réservait aux autres hommes. Le genre qui remplit une pièce et exige l'approbation. Je doute que cette plaisanterie de mariage survive une année de plus, a dit Adam. Elle n'est plus du tout à mon niveau. Les mots ont atterri avant que je ne puisse bouger. Dans le jardin, ses amis se penchaient en arrière sur leurs chaises, vers levées. Quelqu'un a applaudi. Quelqu'un a ri plus fort que les autres. J'ai vu des hochements de tête, de l'accord, de la fierté. Ils étaient assis sur des meubles que j'avais choisis, mangeaient de la nourriture que j'avais payée, buvaient du vin que j'avais gardé, et ils célébraient mon remplacement. Pendant quelques secondes, je suis resté parfaitement immobile. Mon corps semblait gelé, mais mon esprit était douloureusement clair. J'ai regardé Adam accepter leur approbation comme une récompense. Je l'ai regardé rayonner comme s'il avait enfin dit quelque chose de courageux au lieu de cruel. Personne ne m'avait encore remarqué. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas seulement l'insulte, mais la façon dont elle vivait confortablement dans la pièce. Ce n'était pas un lapsus. C'était répété, validé. J'ai réalisé alors qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise soirée ou d'un commentaire insouciant. C'était ainsi qu'il parlait quand il croyait que je n'écoutais pas. C'était qui il était quand il pensait être en sécurité. J'ai posé le plateau doucement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas interrompu. Je ne suis pas entré en trombe pour exiger des explications. Je suis simplement resté là assez longtemps pour comprendre une chose. Ce mariage était déjà terminé. La seule question qui restait était de savoir combien de temps j'étais prête à faire semblant de ne pas le savoir. Avant cette nuit-là, les gens me décrivaient souvent comme chanceuse. Chanceuse d'avoir une entreprise prospère, chanceuse d'avoir un mari charmant en public, chanceuse de vivre la vie que tout le monde supposait facile. Ce qu'ils ne voyaient jamais, c'était avec quel soin je me faisais plus petite. J'avais bâti mon entreprise à partir de travail indépendant sur une table de cuisine, bien avant qu'Adam ne parle jamais d'être entrepreneur. Quand l'entreprise a commencé à grandir, je gérais les contrats, les clients, les nuits tardives. Adam gérait les histoires, les idées, les rêves qui ne dépassaient jamais vraiment le stade de la discussion. Chaque fois qu'une de ces entreprises échouait, j'absorbais la perte calmement. Je me disais que le mariage signifiait la patience. Je me disais que le soutien était de l'amour. Je me disais que le succès était quelque chose que nous partagions, même quand j'étais la seule à le gagner. Quand mes revenus ont dépassé les siens, j'ai arrêté de mentionner les chiffres. Quand les clients louaient mon travail, je redirigeais le mérite. Quand ils plaisantaient sur le fait d'être le visionnaire, je souriais et je le laissais faire. Parce que protéger son ego semblait plus facile que d'affronter la vérité. Je suis devenue celle qui est calme, celle qui est raisonnable, celle qui faisait tourner les choses tout en faisant semblant de ne pas remarquer que l'équilibre avait disparu. Les amis disaient, vous êtes un couple si fort. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que j'étais assez forte pour nous deux. Et j'ai accepté ce rôle sans poser de questions jusqu'à la nuit où j'ai entendu mon mariage décrit comme une plaisanterie. Debout devant ces portes, j'ai compris quelque chose avec une clarté terrifiante. Je n'avais pas été malchanceuse en amour. J'avais été loyale envers quelqu'un qui ressentait secrètement de la rancœur pour la vie que j'avais construite. Et une fois que j'ai vu cela, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je n'ai pas répété ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu de montée dramatique, pas de discours se formant dans ma tête, juste une certitude calme s'installant dans ma poitrine alors que je poussais la porte vitrée pour l'ouvrir. Les rires se sont arrêtés instantanément. Adam s'est tourné vers moi en premier, son sourire encore à moitié formé, figé dans l'espace entre la confiance et le choc. Ses amis ont suivi, les yeux fuyants, baissant leurs verres, les corps se raidissant comme des enfants surpris en train de faire quelque chose qu'ils savaient être mal. Je suis entré et j'ai posé le plateau sur la table.
Pourquoi attendre un an, dis-je, ma voix stable, presque polie. Finissons ce soir. Personne n'a parlé. Adam a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La version de lui qui savait comment se sortir de n'importe quoi par la parole n'avait soudainement rien de préparé. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas exigé une explication que j'avais déjà. Je ne voudrais pas que tu sois piégé dans un mariage que tu ne respectes clairement pas, ai-je continué, surtout avec quelqu'un de tellement inférieur à ton niveau. L'un de ses amis a regardé le sol. Un autre a fait semblant de vérifier son téléphone. L'approbation qu'ils avaient donnée si généreusement quelques secondes plus tôt s'était évanouie. Adam a finalement retrouvé sa voix. Elena, on ne faisait que parler. Tu as sorti ça de son contexte. J'ai secoué la tête une fois. C'est ça le contexte, dis-je. C'est ce que tu es quand tu penses que je n'écoute pas, puis je me suis tourné et je suis rentré dans la maison. Je n'ai pas attendu qu'ils suivent. Je ne suis pas resté pour regarder ses amis se disperser. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si le regret avait enfin atteint son visage. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas resté pour gérer ses émotions. J'avais dit la phrase qui comptait. Tout ce qui suivait n'était que logistique. Je suis allé directement dans la chambre, pas la chambre d'amis, pas le canapé, la chambre qui contenait encore l'illusion de nous. J'ai sorti ma valise du placard et je l'ai ouverte sur le lit. Les mouvements semblaient presque mécaniques, comme une mémoire musculaire d'une vie pour laquelle je ne me souvenais pas m'être entraîné. J'ai emballé ce qui comptait. Les vêtements de travail d'abord. Les blazers que je portais aux réunions auxquelles il n'assistait jamais. Le sac d'ordinateur portable qui contenait toute ma vie professionnelle. Les bijoux que je m'étais achetés après des contrats majeurs. Chaque pièce une célébration silencieuse que je n'avais jamais annoncée. J'ai sauté les choses liées aux souvenirs. Celles-là pouvaient rester derrière. Je ne fuyais pas. Je me séparais. Adam est apparu dans l'embrasure de la porte. Le souffle irrégulier. Les cheveux qui n'étaient plus parfaitement coiffés. Elena, s'il te plaît, a-t-il dit. Parlons de ça. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu sans me retourner. Tu as déjà tout dit. Il a essayé de s'approcher. Tu réagis de manière excessive. C'était juste des mots. Des discussions de gars. J'ai fermé la valise et je lui ai finalement fait face. Tu n'as pas plaisanté sur le fait de partir, dis-je. Tu as plaisanté sur le fait de me remplacer. La pièce est redevenue silencieuse. Je suis au courant pour l'avocat, ai-je continué. Je suis au courant pour le compte que tu as ouvert sans me le dire. Et je sais que tu as dit aux gens que je suis difficile au travail. Son visage s'est vidé de sa couleur. Comment sais-tu cela? Parce que j'avais prêté attention plus longtemps qu'il ne le pensait. J'ai soulevé la valise du lit. Je ne pars pas parce que tu m'as embarrassé, dis-je. Je pars parce que tu avais prévu de m'effacer. Pour la première fois cette nuit-là, il n'avait plus rien à dire. Et j'ai réalisé autre chose dans ce silence. Je ne faisais pas mes bagages dans le chagrin. Je faisais mes bagages dans la clarté. Je venais de fermer la valise quand mon téléphone a vibré. Un message, numéro inconnu. Vérifie les jeudis soirs de ton mari. Tu mérites de savoir ce qu'il prépare. J'ai fixé l'écran, mon pouce stable d'une manière qui m'a surprise. Je n'étais pas confuse. Je n'avais pas peur. Quelque chose en moi savait déjà que ce n'était pas une coïncidence. Un autre message a suivi quelques secondes plus tard. Je suis désolé que cela m'ait pris autant de temps. Je ne savais pas comment l'arrêter. Le nom est apparu alors. Mark Reynolds. L'ami le plus proche d'Adam. Celui qui avait porté le toast le plus bruyant. Celui qui avait détourné le regard quand j'avais parlé. Je suis allé dans le couloir pour prendre l'appel. La voix de Mark était basse, serrée, comme quelqu'un retenant son souffle. Elena, je sais que c'est le pire moment possible, mais tu as besoin d'entendre ça maintenant. Dis-le. Ce que tu as entendu ce soir n'était pas une blague, a-t-il dit. C'était une partie d'un plan. Le mot plan a atterri durement. Depuis des mois, a-t-il continué, ces jeudis soirs n'étaient pas des dîners. C'étaient des réunions stratégiques. Adam documente tout ce que tu fais. Les courriels, les nuits tardives, les décisions. Il monte un dossier. Un dossier pourquoi? Ai-je demandé,
connaissant déjà la réponse. Pour te faire passer pour instable, a dit Marc, afin qu'il puisse prendre le contrôle de l'entreprise et s'en sortir les mains propres. Le couloir semblait soudain trop silencieux. J'ai des preuves, a-t-il ajouté. Des messages, des notes, des captures d'écran. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai fermé les yeux un instant. Ce n'était plus une trahison. C'était une campagne. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai compris quelque chose clairement. Mettre fin au mariage n'était que le début. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un café calme à travers la ville. Marc est arrivé tôt, déjà assis, son café intact. Il semblait plus petit que la veille. Comme si la confiance qu'il portait si facilement autour d'Adam s'était enfin fissurée. Il y a un nom pour ça, a-t-il dit avant que je puisse m'asseoir. Adam l'appelait projet écran de fumée. Je n'ai pas réagi. J'ai juste attendu. Il a dit que s'il contrôlait l'histoire, il pourrait contrôler le résultat. Marc a continué en disant que si les gens croyaient que j'étais instable, émotionnel, difficile, personne ne remettrait en question la raison pour laquelle il prenait la relève. Il a fait glisser son téléphone sur la table. Des messages remplissaient l'écran. Des discussions de groupe. De longs fils de discussion. Les mots d'Adam étaient inimitables. Documenter tout. Présenter ça comme de l'inquiétude. Laissez-la penser qu'elle réagit de manière excessive. Si elle se met en colère, cela nous aide. Mon estomac s'est serré, mais ma main est restée stable. Ils ont planifié cela comme un lancement d'entreprise, a dit Marc doucement. Rôle, échéancier, point de discussion. Chaque jeudi soir, Adam nous mettait à jour. Ce que tu avais dit cette semaine-là, ton apparence lors des réunions, qui t'avait remarqué travaillant tard. J'ai fait défiler plus loin. Des notes sur mon ton dans les courriels, des photos prises à travers les fenêtres du bureau, des conversations réécrites pour paraître menaçantes ou erratiques. Il disait que tu changeais, a ajouté Marc. Que le succès t'était monté à la tête, que tu devais être géré avant de tout détruire. Je l'ai regardé. Et tu l'as cru. Au début, je pensais qu'il se défoulait, a-t-il admis. Puis il est devenu clair qu'il n'était pas en colère. Il était méthodique. Mon café a refroidi entre nous. Il voulait te quitter, a dit Marc, mais pas les mains vides. Il voulait l'entreprise, la réputation, la sympathie. Il voulait s'en aller en ayant l'air d'être celui qui est raisonnable. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, respirant lentement. Ce n'était pas de la cruauté née de l'émotion. C'était du calcul. Et les autres, ai-je demandé. Ils ont suivi, a dit Marc, parce que c'était plus facile que de le dénoncer. Parce que personne ne veut croire que son ami est capable de quelque chose d'aussi laid. Je me suis levé, ramassant mon sac. Envoie-moi tout, dis-je. Chaque message, chaque note. En sortant, une vérité s'est fermement installée. Adam ne m'avait pas sous-estimé. Il avait confondu mon silence avec de la faiblesse, et cela allait lui coûter tout. Cet après-midi-là, Marc a envoyé les fichiers, des douzaines d'entre eux. J'ai ouvert le premier dossier et j'ai immédiatement compris à quel point cela allait loin. Des documents juridiques, des formulaires d'enregistrement, une entreprise nouvellement créée avec un nom juste assez proche du mien pour causer de la confusion. Même industrie, même langage, même promesse. Adam avait construit une version fantôme de mon entreprise. Il a dit que c'était un plan de secours, a expliqué Marc au téléphone, au cas où tu ne coopérerais pas, comme si j'étais un obstacle au lieu d'être la fondation. J'ai fait défiler les chronologies montrant quand l'entreprise avait été enregistrée, quand les courriels de prise de contact initial avaient été rédigés, quand les points de discussion avaient été préparés. Ce n'était pas impulsif. C'était rythmé, réfléchi, conçu pour s'activer au moment où il me dépeindrait comme instable. Il y avait plus. Une liste d'employés, des noms, des notes, des points faibles. Parent célibataire, a besoin de stabilité, ambitieux, veut une promotion, loyal à Elena, à convaincre avec soin. Je me suis rassise sur ma chaise, la pièce soudainement très immobile. Ils avaient étudié mon équipe comme un inventaire. Adam n'essayait pas seulement de me quitter. Il essayait de démanteler la vie que j'avais construite pièce par pièce et de la reconstruire à son image. Avec mes gens, mes clients, ma réputation dépouillée et réutilisée. Pendant un moment, la colère a éclaté, chaude et vive. Puis elle est passée.
La colère obscurcit le jugement et j'avais besoin de clarté. J'ai appelé la seule personne qui pouvait entendre cela sans sourciller. Mon avocate. Je n'ai pas pleuré lors de cet appel. Je n'ai pas dramatisé. J'ai exposé les faits de la même manière que je le ferais lors d'une réunion du conseil d'administration. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Puis elle a dit, ne lui répondez pas. Ne l'avertissez pas. Nous avançons discrètement à partir d'ici. J'ai regardé à nouveau les fichiers, l'arrogance de supposer que je m'effondrerais avant de pouvoir m'organiser. Adam pensait que je réagirais émotionnellement. Ce qu'il a oublié, c'est ceci, j'ai bâti une entreprise en restant calme sous la pression. Et ce n'était qu'une autre crise qui nécessitait une résolution. Diane Holloway a écouté sans interrompre. Pas une seule fois. J'étais assise en face de son bureau, ordinateur portable ouvert, dossier soigneusement étiqueté, pendant qu'elle passait en revue les preuves avec la concentration de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de tromperies et n'était impressionné par aucune d'entre elles. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Ce n'est pas un désaccord conjugal, a-t-elle dit. C'est une tentative coordonnée de vous retirer de votre propre entreprise. Son ton était calme, presque clinique. Elle a commencé à décrire les étapes avec précision. Injonction d'urgence, restriction temporaire d'accès, préservation des dossiers, silence sur tous les canaux internes jusqu'à ce que la protection juridique soit en place. Je ne réponds à aucune accusation, a-t-elle dit. Laissez-les flotter dans l'air. Nous répondrons avec des faits. J'ai hoché la tête, passant déjà en mode exécution. Votre mari croit que la pression émotionnelle vous fera déraper, a continué Diane. Les hommes comme ça dépendent des réactions. Vous n'allez pas lui en donner une. Avant que je quitte son bureau, elle m'a arrêté. Encore une chose, a-t-elle dit. Les gens comme votre mari agissent rarement seuls. Une fois la pression appliquée, d'autres commenceront à parler. Elle avait raison. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé avec des messages de numéros dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Des excuses enveloppées dans des explications, des demi-aveux, des avertissements discrets. Le silence autour d'Adam se brisait. Et pendant qu'il était occupé à fabriquer des récits, je faisais ce que j'avais toujours fait de mieux, me préparer. Parce que le prochain mouvement ne se produirait pas dans une salle d'audience ou une chambre à coucher. Il se produirait dans une salle de conférence. Cette nuit-là, je suis resté seul dans une chambre d'hôtel au centre-ville. La chambre était calme d'une manière que ma maison n'avait jamais été. Pas de voix, pas de tension se cachant derrière la politesse, juste le silence et les lumières de la ville à l'extérieur de la fenêtre. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, le poids de tout cela m'a enfin frappé. Je me suis assise sur le bord du lit, toujours dans mes vêtements de travail, fixant le vide. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'épuisement. 12 ans à porter plus que ma part m'avait rattrapé en une seule soirée. J'ai pleuré alors, pas bruyamment, pas de manière dramatique, juste assez pour laisser la pression se relâcher. J'ai pleuré pour la version de moi-même qui avait confondu loyauté et effacement de soi. Pour les nuits où je travaillais tard tout en me disant que sa rancœur était temporaire. Pour chaque fois que j'avais adouci mon succès pour qu'il puisse se sentir plus grand. Quand les larmes se sont arrêtées, quelque chose d'autre a pris leur place. La concentration. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à me préparer pour le matin. Diapositive, échéancier, répartition des revenus. Chaque fait propre et indéniable. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. À minuit, la chambre ressemblait moins à un hôtel et plus à un centre de commandement. Des notes étalées sur le bureau. Des fichiers classés et sauvegardés 2 fois. Adam pensait que le lendemain consisterait à contrôler l'histoire. Il avait tort. Il allait s'agir d'y mettre fin. Je suis arrivé au bureau avant le lever du soleil. Le bâtiment était calme, le genre de calme qui n'existe qu'avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. La sécurité a hoché la tête à mon passage. Les agents d'entretien ont fait signe. Des gens qui m'avaient vu ici à toute heure au fil des ans. Des gens qui savaient qui travaillait réellement. Les lumières de la salle de conférence se sont allumées une à une. Je me suis installé méthodiquement. Les dossiers financiers à une extrémité de la table, les contrats clients à l'autre, un seul écran à l'avant attendant des diapositives qui ne flatteraient personne. À 10 heures précises, Adam est entré. Il portait l'expression confiante que j'avais vue 1000 fois. Le sourire qui suggérait le contrôle,
la posture d'un homme qui croyait que la pièce plierait pour lui. Il a commencé à parler avant que quiconque d'autre ne le puisse. Je sais qu'il y a eu des inquiétudes concernant une instabilité récente, a-t-il dit, jetant un bref coup d'œil dans ma direction. Je veux rassurer le conseil que je prends des mesures pour protéger l'entreprise. C'est alors que Diane s'est levée. Nous ne discuterons pas d'opinion, a-t-elle dit calmement. Nous discuterons de preuves. L'atmosphère a changé. Je me suis levé à mon tour et j'ai allumé l'écran. La première diapositive est apparue. Des messages, des dates, ces mots. Documenter tout. Présenter ça comme de l'inquiétude. Si elle réagit émotionnellement, cela nous aide. Le visage d'Adam s'est tendu. Ces messages ont été sortis de leur contexte, a-t-il dit rapidement. C'est une affaire personnelle qui est traînée dans les affaires. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Une répartition des revenus. 2 colonnes. Mon nom, son nom. Sur 2 ans, chaque contrat majeur était attribué, négocié, conclu, géré. Ma colonne était pleine. La sienne était vide. Un membre du conseil s'est penché en avant. Adam, a-t-elle demandé, pouvez-vous identifier un seul compte que vous avez personnellement obtenu pendant cette période? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Je suis passé à la diapositive suivante. Témoignages de clients, courriel louant le leadership, la stratégie, l'exécution. Tous adressés à moi. Plusieurs mentionnaient ne tolérer la présence d'Adam que par courtoisie. La pièce est devenue plus froide. Puis la diapositive finale, les documents d'enregistrement pour l'entreprise fantôme. Même marché, nom similaire, échéancier de prise de contact planifié. Ceci, dis-je d'un ton égal, a été conçu pour s'activer une fois que je serai discrédité. Adam s'est levé brusquement. C'est un malentendu. Marc avait son propre agenda. Vous savez tous à quel point Elena peut être émotionnelle. C'était son erreur. L'un des clients a parlé alors, calme, mesuré. Nous n'avons jamais considéré Adam comme un décideur, a-t-il dit. Elena et cette entreprise. Silence. Le genre qui avale les arguments tout entiers. Adam s'est rassis lentement, sa confiance disparue, remplacée par un calcul qui arrivait trop tard. Diane a fermé son dossier. Le conseil a tout ce dont il a besoin, a-t-elle dit. Et à ce moment-là, l'histoire qu'Adam avait passé des mois à écrire s'est effondrée sous le poids de la vérité. Pas avec des cris, pas avec du drame, mais avec des faits qu'il ne pouvait pas devancer. Une fois la réunion du conseil terminée, le silence n'est pas revenu. Il s'est fissuré. En quelques heures, mon téléphone s'est rempli de messages que je ne m'attendais jamais à recevoir. Pas d'Adam, mais des gens autour de lui, des épouses, des petites amies, des connaissances d'affaires qui étaient restées assises tranquillement dans des pièces où des plans étaient élaborés. Un message est venu de Laura, la femme de l'un des amis les plus proches d'Adam. Elle a écrit, je l'écoute rentrer à la maison et se vanter depuis des mois. J'ai commencé à enregistrer parce que quelque chose semblait faux. Elle a envoyé des fichiers audio, des rires, des explications détaillées sur la façon dont il prévoyait de me piéger, à quel point Adam semblait confiant en décrivant ma supposée dépression. Un autre message a suivi d'Emily, une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois lors de dîner. Elle a joint des captures d'écran, des brouillons de courriel, des listes de clients avec des notes sur qui serait le plus facile à manipuler, des employés réduits à des puces et des vulnérabilités. Il est devenu clair que ce n'était pas seulement à propos de mon mariage. C'était un schéma. Des hommes se cochant mutuellement sur la façon de garder le contrôle tout en paraissant raisonnable, enseignant la manipulation comme stratégie, appelant cela du leadership. Diane a examiné les nouvelles preuves sans émotion. Cela va au-delà des litiges civils. Elle a dit, cela devient de l'intention, et l'intention change tout. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable parce que lorsque la vérité fait enfin surface, elle arrive rarement tout d'un coup. Elle vient par vagues portées par des gens qui sont fatigués d'être silencieux. Adam avait bâti son plan en privé. Il se dénouait en public, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter maintenant. Le divorce a été finalisé des mois plus tard, par un matin gris qui semblait plus calme que je ne l'avais prévu. Pas de voix élevées, pas d'accusations, pas de dernière tentative pour réécrire le passé. Adam était assis en face de moi à la table, plus petit d'une certaine manière. La confiance qui remplissait autrefois chaque pièce avait disparu, remplacée par une tension qu'il ne pouvait pas cacher.
Il ne m'a pas regardé quand les papiers ont été placés devant lui. Diane a passé en revue les termes une dernière fois. J'ai conservé la propriété totale de l'entreprise. La maison, toute la propriété intellectuelle, il n'y aurait pas de pension alimentaire ni de futures réclamations. Une clause de non-concurrence stricte le garderait loin de l'industrie qu'il avait essayé de voler. L'avocat d'Adam n'a rien dit. Il ne restait rien à négocier. Au moment de signer, Adam a hésité. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin, a-t-il dit doucement. J'ai croisé son regard pour la première fois ce jour-là. Tu avais prévu que cela aille exactement aussi loin, ai-je répondu. Tu ne t'attendais simplement pas à perdre. Il a hoché la tête une fois et a signé. En se levant pour partir, il a chuchoté des excuses. Cela semblait répété, tardif, sans poids. Je n'ai pas répondu parce que la véritable clôture ne venait pas des mots. Elle venait du fait de sortir de cette pièce avec mon nom intact, mon travail protégé et mon avenir enfin à moi. La vie n'est pas devenue magiquement facile après le divorce. Elle est devenue claire. L'entreprise s'est stabilisée plus vite que quiconque ne l'attendait. Les décisions qui prenaient autrefois des jours prenaient maintenant des minutes. Les réunions se terminaient à l'heure. La tension qui avait vécu tranquillement en arrière-plan avait disparu, et à sa place se trouvait l'élan. Les clients l'ont remarqué. L'équipe aussi. Sans l'interférence d'Adam, les projets avançaient proprement. De nouveaux contrats arrivaient. Des opportunités que j'avais autrefois reportées par considération étaient soudainement à nouveau possibles. Mais le changement le plus inattendu est venu via ma boîte de réception. Des messages de femmes que je n'avais jamais rencontrées. Elles écrivaient avoir entendu des conversations similaires, avoir été lentement dépeintes comme difficiles, émotionnelles, instables, s'être faites petites pour garder la paix avec des hommes qui ressentaient secrètement de la rancœur pour leurs compétences. Elles ne me remerciaient pas pour la vengeance. Elles me remerciaient pour la clarté. Un message est resté avec moi, je pensais que j'étais folle jusqu'à ce que j'entende votre histoire. Maintenant je sais que j'étais gérée, pas aimée. Adam a envoyé une lettre pendant cette période, longue de 3 pages, un ton d'excuse, défensive sur le fond. Même dans le regret, il revendiquait un crédit partagé pour mon succès. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classé et j'ai verrouillé le tiroir. Pas par colère, mais comme un rappel. Certaines personnes se tiennent dans les ruines de ce qu'elles ont détruit et croient encore qu'elles méritent une part de ce qui a survécu. Je n'avais plus besoin de m'expliquer. J'étais occupé à construire à nouveau. Je l'ai vu des mois plus tard dans une épicerie par un après-midi de semaine calme. Il se tenait dans l'allée à comparer les prix, les épaules légèrement voûtées, la confiance qu'il annonçait autrefois disparue. Ses vêtements étaient ordinaires, quelconques. Il ressemblait à quelqu'un essayant de ne pas être remarqué. Pendant un moment, nos yeux se sont rencontrés. J'ai reconnu l'hésitation immédiatement, l'instinct d'approcher, d'expliquer, de réclamer une version de lui-même qui n'existait plus. Il a fait un pas vers moi, puis s'est arrêté. Pas parce que j'avais l'air en colère, mais parce que je ne le regardais pas du tout. J'ai reporté mon attention sur l'étagère devant moi, lisant les étiquettes, prenant une décision, continuant ma journée. La même concentration calme que j'utilisais en réunion. La même indifférence réservée aux problèmes déjà résolus. Du coin de l'œil, je l'ai vu abandonner son chariot et se détourner rapidement, comme si rester plus longtemps le forcerait à affronter quelque chose qu'il ne pouvait pas défaire. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me suis senti libre parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et dans cette allée, sous les lumières fluorescentes et les choix ordinaires, j'ai compris la vérité finale. Le vrai pouvoir n'a jamais été de prouver ma valeur. C'était de ne plus avoir besoin qu'il la voie. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vengeance signifiait regarder quelqu'un tomber. J'avais tort. La vengeance n'est pas la destruction. C'est la séparation. C'est le moment où vous arrêtez d'argumenter avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas vous voir clairement. Adam n'a pas perdu parce que je l'ai exposé. Il a perdu parce que j'ai arrêté de le porter. Je n'ai pas gagné en criant ou en l'humiliant. J'ai gagné en disant la vérité une fois, en protégeant mon travail et en avançant sans traîner son ego derrière moi. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est ceci, faites attention aux schémas, pas aux promesses. Écoutez comment quelqu'un parle de vous quand il pense que vous n'écoutez pas. Et ne confondez jamais le silence avec la paix. Si cette histoire vous a semblé familière, vous n'êtes pas seul. Trop de gens apprennent à se faire petits pour être aimés.
On dit à trop de gens que l'endurance est la même chose que la loyauté. Ce n'est pas le cas. Si le parcours d'Elena a résonné en vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et dites-moi dans les commentaires quel moment est resté avec vous le plus longtemps.